Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Inesiwe, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. En dollars vaut 2885,15 francs congolais. En euros équivaut à 3268,5463 francs congolais. En francs CFA égale à 4,9829 francs congolais. Et en rand sud-africain vaut 161,4884 francs congolais. Et au marché parallèle, en dollars égale à 2878 francs congolais, en euros équivaut à 2933 francs congolais et un franc CFA égale à 4,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a connu une hausse. Elle coûte 9 854 $ contre 9 643 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une baisse. Il coûte 33 331 $ contre 33 730,73 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 343,48 $ contre 3 373,18 $ américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 68 $ contre 62,77 $ américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 9 602 $ contre 9 775 $ américains la semaine dernière. Merci Rachel Inesiwe, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Guerre dans l'Est depuis 2021. Quel est son impact sur les finances publiques en République démocratique du Congo? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie. Il est député national, il est aussi pasteur. Professeur Godepoy, bonjour. Bonjour Eric. En évolution après la situation de Covid-19, l'évolution des finances publiques est plutôt dans la phase de résilience aujourd'hui, professeur. Oui, il faut noter que les gens peuvent ne pas l'accepter, mais c'est cela la réalité. Il est vrai que le régime actuel a ses problèmes, mais il est indéniable que depuis 2019, il y a eu des progrès significatifs qui ont été accomplis en matière de finances publiques. Nous sommes passés d'un budget de 4,8 milliards à un budget aujourd'hui de 17 milliards d'euros. Donc ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Avec l'appui extérieur. D'abord, il faut préciser qu'il y a eu accroissement des recettes, même des recettes intérieures. Il vous souviendra que en 2022, par exemple, nous avons eu à faire des excédents budgétaires de 2 milliards de dollars. On n'a pas vu l'impact sur l'économie nationale. Bon, c'est discutable tout ça. C'est discutable. Je sais que notre misère s'agrandit, mais il faut retenir que pour la toute première fois dans ces pays, il y a eu gratuité au niveau de l'enseignement fondamental. Gratuité qui pose encore problème dans certains coins du pays. Et ça commence toujours par quelque part, même dans la Bible, il y a des aveugles pour qui le Seigneur Jésus-Christ avait prié avant de voir clair. On planifie d'abord. Avant de voir clair, ils avaient commencé par voir des hommes comme des arbres. Et ça s'améliore du jour au lendemain. J'ai dit que grâce à la gratuité, chaque ménage épargne au moins 200 $ par enfant. Et ça, on peut convertir ça en commerce de braise, en commerce de farine au coin de la rue, et ça contribue au PIB. Je sais que l'ampleur de notre misère ne nous permet pas de se rendre compte de ce qui a été fait. Et cette situation est aggravée par ceux qui ont volé l'argent des routes. Et pourtant, le président en a déboursé autant. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a déranger Nicolas Kazadi. Parce qu'il a dénoncé certains faits.
on devait arrêter aujourd'hui tous ceux qui ont détourné l'argent des routes au niveau de la ville de Kinshasa, ravir leurs biens, les hypothéquer au niveau de nos banques. On va, dans 3, 4, 5 mois, refaire de bonnes routes et à ce moment-là, les gens vont se rendre compte qu'au-delà de nos difficultés, il y a eu quand même des efforts qui ont été effectués. Je crois que si on fait cela, vous verrez que le discours va changer. Le budget d'État baisse de 1,7%. Les recettes courantes diminuent de 7,2%. DGD à 13%. Vous l'avez vous-même relevé sur votre compte X, 13%. DGRAD, DGI 0,8%. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est dû au fait qu'aujourd'hui, Goma et Bukavu ne sont plus contrôlés par Kinshasa. Et du coup, la DGDA perd 13% de ses recettes. Et il en est de même pour la DGRAD. Et la DGI se cristallise à 0,8% tout simplement parce que, à ce qui concerne l'IBP, donc l'impôt sur le bénéfice et profit, qui va devenir l'impôt des sociétés à partir de l'année prochaine, bénéficie de ce qu'on appelle en droit fiscal d'une rétroactivité in missus. C'est-à-dire que lorsque nous collectons l'IBP en 2025, l'assiette a été déjà engendrée par les activités économiques de 2024. C'est ce qui fait que c'est à partir de l'année prochaine que la DGI va subir les effets négatifs de cette occupation des Grands Kivu par les rebelles. On sait que la contribution de ces deux provinces est autour de 20%. Ça ne devrait pas impacter les recettes de ces régies financières quand même. Non. C'est-à-dire, ça, ce sont des éléments fiables. Hein. Donc, ça n'arrive pas jusque-là. Pour la DGRAD, c'est 13%. Et ça, ce sont des chiffres officiels. J'ai eu le temps de les vérifier. Et auprès des services et auprès du gouvernement. Nord Kivu et Sud Kivu, c'est 13%. Il y a la DGI qui résiste à 0,8% pour des raisons que je venais d'évoquer. Et lorsque vous mettez maintenant tous ces éléments, vous les mettez dans la corbeille parce que nous sommes un État fiscal. Ça fait que en recettes courantes, nous perdons 7,2% de nos recettes. Et la bonne nouvelle, parce que les gens vous disent que ce sont les appuis, les appuis budgétaires qui font gonfler également notre budget, mais ça fait partie de l'intelligence. Avant cela, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait jamais réussi à terminer un programme avec le Fonds monétaire. Je ne dis pas que les anciens dirigeants n'ont fait que de mauvaises choses, mais la vérité, c'est que depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est seulement les programmes que nous avons négociés avec le Fonds monétaire en 2021 qui est arrivé à son terme. Donc, lorsque vous voyez la communauté internationale venir vous secourir sur les plans financiers, c'est-à-dire que vous devenez de plus en plus crédible. Donc ça, ce sont les standards internationaux. On peut ne pas l'accepter, mais tout le monde sait que lorsque vous bénéficiez de l'assistance du Fonds monétaire international, c'est que dans une certaine mesure, vous êtes en train d'améliorer votre gouvernance, même si nous avons encore une grande bataille à gagner, c'est celle que nous devons mener contre les détournements. Seulement, je voudrais relever ici que la lutte contre les détournements, c'est plus l'affaire du gouvernement que du président. Donc, je ne disculpe pas le président. L'exemple vient d'en haut. Lorsque vous lisez la constitution de notre pays, je vous dis que le gouvernement a plus d'attribution que le président de la République. Ailleurs, lorsque vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous verrez que le président de la République est maître de l'action gouvernementale. Mais lorsque vous arrivez chez nous, on dit que cette politique est fixée entre le gouvernement et le président de la République. En RDC, le premier ministre a plus de prérogatives constitutionnelles que le chef de l'État. Mais on ne le sent pas. À ce moment-là, on sent que le président, c'est lui qui donne l'impulsion, c'est le président j'ai dit ceci. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui on doit lutter sans concession contre le détournement et la corruption, et celui qui a plus de pouvoir, c'est le gouvernement, ce sont les cours et tribunaux. Moi je vous pose la question. Vous voyez comment les routes sont détruites au niveau de la ville de Kinshasa? J'en suis témoin. Le président a sorti l'argent au moins 3 fois depuis qu'il est là pour les mêmes routes. Vous avez entendu parler de zéro trou. Vous avez entendu parler de Tilégelo. L'argent sort et les routes ne se terminent jamais. Et vous verrez que ces gens-là, on ne les inquiète pas. Qui sont ces gens-là?
Mais ceux qui volent l'argent dédié de la route, la filière est connue. L'infrastructure, les finances, le budget. Tous les services qui interviennent. Vous verrez que ces gens-là n'ont pas été invités ne fût-ce qu'à la souciade de leur quartier. Et l'IGF était où pendant ce temps-là? Mais l'IGF ne peut pas tout faire seul quand même. Oui, mais quand on parle de centaines de millions de dollars dépensés pour les routes, j'ai dit ceci, je n'épargne personne. Tout ce que je vous dis, je n'épargne personne. Même pas le président de la République. Mais l'état de droit, c'est celui qui tient compte également de son état du droit. Sur le plan constitutionnel, c'est le gouvernement qui a plus d'attributions que les chefs de l'État. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Mais non, mais je vous dis, si les gens ne prennent pas les responsabilités, qu'est-ce que vous voulez? Le président, c'est grâce à lui que l'IGF a repris ses activités en Oui, il était obligé, il était obligé de le faire. Et encore là, je vous dis que c'est une parade qui a été trouvée pour sauver les meubles. Il ne l'aurait pas fait, donc je crois que on aurait même déjà volé les pelouses de nos parcelles. Et pour lutter contre la fraude, à part ce que le gouvernement peut faire, nous avons plusieurs services spécialisés. J'ai aimé ce qui s'est passé dernièrement avec l'argent qui a été arrêté par la CNRF. J'ai aimé ça, mais je vous pose la question. Lorsque vous interrogez le secteur bancaire, il y a au moins 17 milliards de dollars qui sont constitués en dépôt. Et lorsque vous faites l'écart entre les dépôts et les crédits, vous verrez que les crédits ne dépassent guère 8 milliards de dollars. Cet écart-là, comment c'est géré? La plupart des Chinois ici traînent des mal et des mal des dollars dans leur maison. On n'en parle jamais. Mais quand il y a en quelque sorte des règlements des comptes, à ce moment-là, les gens se réveillent. Je suis allergique à l'injustice, d'où qu'elle vienne. Mais règlement de compte ou irrégularité, le mal est toujours mal. Un mal reste un mal, qu'est-ce que c'est quel que soit celui qui l'a fait. Oui. Mais le mal doit être traité de la même manière pour tout le monde. Il est inacceptable que pendant que la plupart de nos expatriés ici traînent des millions de dollars hors circuit bancaire, on ne reçoit aucun rapport sur ça. J'aime bien ces expats parce que ce sont eux qui nous aident à développer notre pays. Je suis contre les déploiements des mesures. Ça, je les dénonce et je les répéterai même devant un physique. Il faut des preuves sur ce que vous dites. Je vous dis, il ne faut pas m'intimider, monsieur. Je vous dis que lorsque vous regardez le secteur bancaire aujourd'hui, il génère au moins 17 milliards de dollars en dépôt. Les crédits, c'est autour de 8 milliards de dollars. Il y aura des moments dans ces pays où nous allons déclencher les vrais audits. Et vous allez voir de quel côté se trouvent les vrais criminels de la République démocratique. Mais il y a la Banque centrale aussi qui régule le marché monétaire. Il y a des services qui ont été créés pour cela. Chacun doit jouer sa partition. En fait, je ne suis venu disculper personne. Je voulais seulement vous dire que contrairement à ce que les gens pensent, en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui a plus de prérogatives. Je ne disculpe pas le président de la République. Les appuis budgétaires du FMI, d'environ 3 milliards de dollars américains, ont permis aujourd'hui d'amortir le choc et donner l'impression que le gouvernement gère bien les finances publiques. Mais c'est cela, j'étais en train de vous dire. Donc, lorsque les fonds monétaires commencent à vous prêter l'argent, c'est-à-dire que vous êtes fréquentable, vous êtes crédible. Ça ne se faisait pas bien avant parce que les problèmes gestionnels étaient plus graves que ce que nous avons maintenant. Et les détournements que nous dénonçons aujourd'hui, dont les gens ne doivent pas croire que nous ne parlons que des voleurs actuels, dont nous parlons des voleurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en commençant par Léopold. Et même malgré les 3 milliards de dollars qui viennent un peu au secours de notre budget, déjà malgré la crise, en recettes autres que les recettes exceptionnelles, on était déjà à 15 milliards de dollars. Malgré la guerre, parce que dans la charpente des finances publiques, il y a des recettes courantes, il y a des recettes exceptionnelles, et tout ça, ça vient compléter l'ardoise à ce qui concerne le budget de l'État. Mais déjà, lorsque vous enlevez cette assistance d'environ 3 milliards de dollars, parce que vous avez 1,8 milliard dans le cadre de la facilité élargie de crédit, vous avez 1,1 milliard dans le cadre de la résilience et la durabilité, et il y a les 665 millions de dollars qui flottait depuis la version originale du budget 2025 qui n'avait pris en compte que les 500 millions de dollars. Et cette différence qui vient de tomber doit être également ajoutée, c'est ce qui nous amène à 3 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie.
de cet appui. Et c'est ainsi que je suggère au gouvernement actuel de cesser avec le maquillage des chiffres. Le gouvernement maquille les chiffres. Je donne seulement l'exemple du taux d'inflation. Est-ce que lorsque vous partez au marché, vous êtes sûr que le taux d'inflation, c'est celui qu'on nous donne? Depuis que ces pays existent, pour calculer le taux d'inflation, il y avait la Banque centrale, l'Institut national de la statistique et l'Université de Kinshasa via sa faculté des sciences économiques. Mais tu vas constater que le taux qu'on nous publie ces derniers temps, c'est exclusivement celui qui est produit par la Banque centrale. Et là encore, lorsque vous vous renseignez, il y a un circuit fermé. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter parce que Macky Sall a tenté de le faire au Sénégal. Vous savez aujourd'hui ce que ça coûte au Sénégal. Mais au-delà de ces maladresses, sur le plan économique, dont nous parlons de l'économie, nous ne parlons pas du développement. Ce sont des choses différentes. Sur le plan macroéconomique, la marche est relativement bonne. Relativement bonne, alors que vous dites vous-même que le déficit se creuse davantage. Nous alertons pour qu'on ne puisse pas rompre les équilibres construits difficilement depuis 2019. Donc, en 2019, donc fin 2018, notre PIB était à 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 80 milliards. Nous avançons, mais cela ne nous interdit pas de dénoncer ce qui ne marche pas. Chacun de nous doit jouer sa partition. Et pour les routes, ce sont les marchés publics. Il faudrait que l'on soit plus sérieux. Non seulement sérieux, mais on doit être regardant. Et encore là, je voulais apporter une précision. En matière de finances publiques, nous avons des types de dépenses. Il y a les dépenses d'exploitation qu'on appelle les dépenses courantes. Il y a les dépenses d'investissement. Donc, sur le plan finement technique, en matière des investissements, notamment pour les routes et consorts, les détournements ne se constatent pas au décaissement. Les détournements se constatent à la livraison. Ça, les gens doivent le savoir. Parce que tel qu'on fait des choses chez nous, vaille que vaille, quoi qu'on risque de se tromper au niveau de la procédure. Donc, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des États, chaque organisation a ses CAPEX ainsi que ses OPEX. C'est-à-dire? Il y a ses dépenses d'exploitation et ses dépenses d'investissement. Okay. Donc, c'est ce qui fait que lorsque nous sommes en dépenses courantes, lorsque on a décaissé l'argent et que vous avez utilisé ça pour autre chose, immédiatement l'infraction s'est cristallisée. À ce qui concerne les investissements, il faut attendre la fin des travaux pour établir correctement les faits. C'est ça les finances publiques. Même si l'argent a été décaissé sans autorisation. Non, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de cela. Je suis en train de donner des éléments topiques. Nous sommes en finances publiques. Je vous ai dit que l'état des droits, c'est celui qui tient compte de son état du droit. Un peu bas. Avec un budget évalué aujourd'hui en collectif budgétaire, 17,2 milliards de dollars, on peut dire que l'économie congolaise se porte bien malgré la guerre? Oui, lorsqu'on se réfère à ce qu'on avait, parce qu'en 2025, on était, avec le budget original, on était à 18 milliards de dollars. Avec ce qui se passe, nous descendons à 17 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on a un peu résisté malgré la guerre. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que la planification économique est par essence minimaliste. Donc lorsqu'on vous dit que les budgets, c'est autour de 17 milliards d'euros, c'est le minimum en fait. Si le gouvernement augmente ses capacités de mobilisation des recettes, je ne dis pas que tout ce qu'ils font est mauvais, mais les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est l'absence de cette grande capacité de mobilisation des recettes. Comment on le fait? Je vous ai dit qu'il y a des obstacles majeurs à la mobilisation massifiée des recettes en RD Congo. C'est l'obstacle anthropologique et c'est l'obstacle technique. Sur le plan anthropologique, vous verrez que dans la plupart de nos services, des personnes bien, en fait, ces capitaux humains au sens de Gary Becker, sont difficilement promis et bien affectés. Ça, ce sont des choses sur lesquelles le gouvernement devait se pencher. Il y a un obstacle technique. Aujourd'hui, le monde économique a développé un instrumental. Donc, à ce qui concerne la fiscalité intérieure, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les mécanismes d'échange de renseignements de l'OCDE. Ça n'applique pas encore. Ça, ce sont des choses. Vous les faites, dans 6 mois, la situation change. Parce que lorsque les fonctionnaires se font corrompre lors des contrôles fiscaux et consorts, il y a moyen de faire une traçabilité parce que c'est ces multinationales qui sont chez nous. Sur le plan international, tiennent ce qu'on appelle la comptabilité consolidée. Et dans le cadre de cette compta, la quotité des revenus générés sur toute la planète Terre est rapprochée de l'état d'accueil. Et du coup,
on sait voir quel a été le résultat comptable, le résultat fiscal qui a été déclaré au niveau des administrations hautes et ce qui a été déclaré au niveau sur le plan international. Et du coup, on fait des redressements, on va boucher la voie à la fraude. Ce qui se fait au niveau de la fiscalité intérieure, je félicite d'ailleurs la DGI qui fait beaucoup de recettes, et malgré cela, il y a toujours des impayements là-bas. Comment vous l'expliquez? Et c'est un contraste. Donc les gens qui vous donnent plus de recettes, vous ne les payez pas. C'est-à-dire que vous êtes en train d'encourager la fraude. Et pendant que vous ne payez pas à tout le monde, vous dites que vous maîtrisez la monnaie. Donc ce sont des choses qui n'arrivent qu'au Congo. Je referme la parenthèse. Ce qu'on fait au niveau de la fiscalité intérieure peut également être fait au niveau de la fiscalité des portes, ce qu'on appelle la douane. Et aujourd'hui, depuis 2014, lorsque vous lisez les droits de l'OMC, il y a un accord qu'on appelle l'accord sur la facilitation des échanges, qui à son article 12 institue une coopération douanière internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États ont la possibilité d'entrer, en fait, via la magie de la technologie, dans les systèmes douaniers de tous les autres États. Quel est l'avantage? À ce moment-là, vous avez la possibilité de faire des rapprochements entre les déclarations souscrites à l'exportation à partir du pays d'embarquement et vous faites les rapprochements avec les déclarations qui sont souscrites au pays de déchargement. Mais la douane n'est pas connectée à cette plateforme? Non. Ça c'est le gouvernement. Ça, c'est le gouvernement qui doit donner de l'impulsion. C'est le gouvernement qui doit donner. C'est pourquoi je vous dis que le gouvernement, chacun doit jouer son rôle. Donc, les 17 milliards avec beaucoup de disciplines gestionnelles, on peut les atteindre et les dépasser. Donc, il n'est pas dit que lorsque les budgets se cristallisent à 17 milliards on doit s'arrêter là. La preuve en est qu'en 2022, on attendait 10 milliards de dollars, mais on est arrivé à 12 milliards 500. Ce sont des choses qui ont été faites dans un passé très récent. Mais après, on est retombé... voilà, c'est là. C'est pourquoi je vous dis, je ne dis pas que le gouvernement ne fait que des mauvaises choses, mais je dis qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Il n'y a pas que le gouvernement, chaque institution doit jouer son rôle. Au niveau du Parlement, les commissions économiques doivent tourner, les cours et tribunaux doivent fonctionner dans le strict respect des textes. Si nous tous, nous pouvons nous engager sur la voie du développement de notre pays, vous les médias également. Vous parlez de possibilité d'atteindre ce budget et même le dépasser, alors que le gouvernement parle de contraintes budgétaires liées à la guerre à l'est du pays. On va y arriver. Non, le gouvernement a une faible, ça je le répète, le gouvernement a une faible capacité de mobilisation des recettes. Mais l'argent est affecté à la guerre à l'est. Non. L'argent qu'on affecte à la guerre, ouais, c'est déjà connu. Nous savons qu'il y a eu des coupes budgétaires qui ont été effectuées de 30% au niveau des fonctionnements, au niveau des interventions économiques. Et nous appuyons cela parce que nous voulons que nos policiers et nos militaires soient dans de bonnes conditions. Mais on ne doit pas s'arrêter qu'à faire des coupes budgétaires. Au-delà des coupes budgétaires, exploitons de nouvelles niches financières. Et les niches financières les plus sûres au Congo, c'est la lutte contre la corruption. Nous devons arriver à des moments où le Premier ministre, à partir de son cabinet, peut suivre l'évolution de toutes les opérations financières de la République. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, on voit l'IGF, par exemple, qui a un tableau où il peut suivre tout ce qui se passe. L'IGF est là, la Cour des comptes. Vous avez toutes ces structures. Je vous dis que chacun joue sa partition et nous allons reconstituer ce pays. Donc la guerre ne doit pas être une raison pour minorer les recettes, minorer la progression. Non, c'est vraiment une raison. Mais lorsqu'on est en économie de guerre, quand vous trouvez que vous avez été amputé d'une bonne partie de vos recettes, allant jusqu'à 7,2%, à ce moment-là, on exploite les niches financières qu'il y a ailleurs. Et les grandes niches chez nous, c'est la fraude. Ça, personne n'en parle. Si on bouge, on peut arriver à combien, un budget de combien? Si on bouge partout, mais au bas mot, ça sera 25 milliards. Déjà, au bas mot, ça sera 25. Et vous allez voir que les années qui vont suivre, ça sera 30-40. Parce que vous savez, le problème, c'est lequel? La prégnance de l'économie souterraine fait qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas captées par la comptabilité nationale. Les jours où nous allons réussir la digitalisation, rassurez-vous, Eric, que notre PIB passera rapidement de 80 milliards à plus de 200 milliards de dollars. Là, c'est seulement avec la digitalisation. Et imaginez-vous, lorsque vous captez déjà
en comptabilité nationale un PIB d'au moins 200 milliards de dollars, je ne vais pas vous renvoyer à des projections économétriques ici. Si nous faisons de l'empirisme, parce que j'entends les gens disent que les meilleures pratiques en Afrique cristallisent la pression fiscale à 20%. Non, ça ce sont des constats. Donc en Afrique, il y a des États comme le Sénégal qui vont jusqu'à 20%, à 25%, et il y a l'île Maurice qui va jusqu'à plus de 30%. Mais quand on fait la moyenne, avec toutes nos tares, parce que l'Afrique a les mêmes réalités, la pression fiscale c'est autour de 20%. Du coup, lorsque vous avez un PIB de 200 milliards de dollars, et que vous faites cet empirisme, donc nos recettes, rien que les recettes fiscales, donc lorsque je parle de la fiscalité, c'est dans toute sa complétude. Fiscalité des portes, intérieures et parabidétaires. Ça vous fait directement 40 milliards de dollars en recettes. C'est-à-dire qu'il y a un travail qu'il faut faire. Il faut des réformes ou il faut simplement appliquer la loi? Les lois sont déjà là qu'on les applique. Est-ce que pour digitaliser tout, est-ce que c'est difficile au niveau de nos villages, au niveau de nos groupements, au niveau de nos secteurs, au niveau de nos chefferies, au niveau de nos communes, au niveau de nos territoires, au niveau de nos villes, au niveau des provinces? Est-ce difficile de digitaliser les opérateurs économiques? Même si on ne sait pas les digitaliser, parce que je sais que la République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre, vaste hétérogène. Est-ce difficile de tenir qu'un répertoire manuel pour savoir qui sont opérateurs économiques dans un village, dans un groupement, dans un secteur, dans une chefferie? Ça, c'est à qui ce travail? C'est le gouvernement national? C'est pour que vous compreniez que la responsabilité est collégiale dans notre débâcle. Nous avons la décentralisation dans ce pays, messieurs. Nous avons des provinces. Et j'insiste que la ville de Kinshasa n'est pas une province, c'est une ville-province. C'est une ville qui a les statuts d'une province, mais ce n'est pas une province. J'ai entendu quelqu'un qui me disait, mais pourquoi on a oublié la ville de Kinshasa dans le PDR 145? J'ai dit, messieurs, il faut lire les textes sur la décentralisation. Il n'y a pas de territoire au niveau de la ville de Kinshasa. C'est ça le management public. Chacun devait faire son travail. C'est pourquoi je plaide pour des bons castings dans notre pays. Dans certains pays, la guerre est une opportunité pour le développement économique, mais au Congo, c'est pas le cas, on dirait. Non, parce que nous n'avons pas. Ailleurs, c'est une opportunité lorsque vous avez une industrie militaire développée. Mais comme nous, là, nous avons Afridex. Mais qui ne fabriquait que quelques balles. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus avec ces balles-là. Ces balles qu'Afridex est en train de produire, c'est qu'on applique généralement pour la chasse. Aujourd'hui, la guerre, elle est sophistiquée. Et je crois qu'avec tout ce que nous venons de subir, ça va nous aider également à développer notre économie de guerre. Comment stabiliser à long terme les finances publiques? Je vous ai dit qu'il y a des obstacles majeurs qui plombent l'assainissement de nos finances publiques. Il y a l'obstacle anthropologique, il y a l'obstacle technique. On peut tout faire. Le cœur du Congo, c'est l'homme. C'est ainsi que vous allez voir, dans les années 70-80, la plupart des agents de régie financière étaient formés à l'École nationale des finances. Au niveau de cette école-là, lorsqu'on vous attrapait en train de tricher, on vous révoquait de l'école. Parce qu'on considérait que celui qui a volé un œuf finira par voler un bœuf. Donc, nous devons faire un ajustement anthropologique. Ne confier des grands postes de responsabilité qu'à ceux qui font la mixture entre la technicité ainsi que l'éthicité. Donc les gens doivent être éthiques et doivent avoir de l'éthique. C'est ce qui nous manque. Donc le travail d'abord c'est l'homme. Avant de nommer un ministre, avant de nommer un premier ministre, avant de nommer un DG ou un fonctionnaire, on devait s'assurer qu'il a des compétences techniques et éthiques. Les États qui ont avancé ont réussi à le faire. Deuxièmement, il faut utiliser les outils modernes de lutte contre la fraude, surtout que nous sommes un État fiscal. Je vous ai parlé des mécanismes d'échange de renseignements de l'OCDE et je vous ai parlé de l'application de l'accord sur la facilitation des échanges. Nous sommes dans un pays où même les gens qui parlent en langue volent aussi dans des bureaux de l'État comme tout le monde. Donc. Je rappelle que notre invité c'est le professeur Godé Poy, il est professeur en économie. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Rachel Inesiwe.
Cette semaine, le prix des denrées alimentaires sont vendus de la manière suivante au marché central de Kinshasa. Une mesurette de haricots se négocie à partir de 3 500, il va jusqu'à 5 000 francs congolais. Le sac se vend à partir de 260 dollars américains. La mesurette ou copeaux de riz se vend à partir de 1 900 francs congolais. Le sac de 25 kilos revient à ce jour à 70, 71, voire 73 000 francs congolais selon la marque. Le sac de semoule de 75 kilos se vend à partir de 57 000 francs congolais. À d'autres endroits, il est vendu à 66 000 francs congolais. La mesurette ou écolo se vend à partir de 2 500, soit 3 500 francs congolais. Un écolo de farine de froment coûte 4 500 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 kilos se vend à partir de 135 000 francs congolais. Il va jusqu'à 146 000 francs congolais. Celui de 5 litres revient à ce jour à 32 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 25 000 francs congolais. Le sac de braise, communément appelé kirikou, se vend à partir de 35, il va jusqu'à 38 000 francs congolais. Et le tas se vend à partir de 1 000 francs congolais. À d'autres endroits, il est vendu à partir de 2 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000, 5 000 ou 10 000 francs congolais. Celle des épinards, 2 000 ou 3 000 francs. Celle des amarantes, 2 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 à 5 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains se vend à partir de 3 000, 5 000 ou 10 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kilos coûte 18, 20, 22 000 francs congolais d'un marché à un autre. La mesurette ou sakombi coûte 2 000, 2 500, voire 3 000 francs congolais. Et pour les produits surgelés, un carton de chinchard de 20 kilos se vend à partir de 190 000 francs congolais comme la semaine passée. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de tripes coûte 28 dollars. Le kilo est à 10 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage coûte 28 dollars. La pièce se négocie à partir de 13 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 75 dollars. Le kilo est à 30 000 francs congolais. Un petit cola se vend à partir de 300 francs congolais jusqu'à 500 francs congolais. De même, pour la noix de cola, elle coûte 300, 500, voire 1000 francs congolais. Merci Rachel Inesiwe. Professeur, quelques questions avant de nous séparer. Maintien du prix du carburant à la baisse, c'est une action positive à mettre à l'actif du gouvernement. Je constate avec bonheur que le prix à la pompe est resté stable pendant longtemps, mais je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un effort national. Pourquoi? En 2002, les barils sur le plan international étaient à 100 dollars. Ce matin, il est à 60 dollars. Ça explique tout. C'est une situation mondiale. En 2002, à Paris, j'ai acheté à la pompe à 2,20 €. Mais aujourd'hui, avec 1,5 €, j'achète le carburant à Paris. Donc c'est une situation mondiale. On ne peut pas dire il y a eu des efforts sur le plan national. Donc nous devons être honnêtes dans la vie. Donc ceux qui sont là, ils ont eu la chance que cet événement est arrivé pendant qu'ils sont là. Nous les félicitons. Mais moi, mon travail, c'est d'expliquer les faits. Parce que à peine Donald Trump arrivé aux affaires, il avait demandé à l'Arabie Saoudite d'augmenter les quotas de production. Et c'est ce qui justifie cette situation sur le plan mondial. Mais le gouvernement a travaillé sur le manque à gagner dû au pétrolier. Oui, je félicite le gouvernement par rapport à cela, mais je vous informe seulement que ce travail a commencé avec le ministre Kalumba. Vous l'avez vu recevoir les papes de tous les économistes, le professeur Mabi Mulumba, appellation bien contrôlée. Après, ce travail a été continué par d'autres ministres de l'économie qui sont arrivés. Mais nous devons féliciter l'actuel gouvernement parce qu'il a maintenu ces rythmes-là. Mais comme scientifique, je dois expliquer d'où nous vient ces bonus. Donc, je félicite l'actuel ministre, je félicite ses prédécesseurs jusqu'au ministre Kalumba. Deal mine contre soutien sécuritaire et diplomatique. On attend les résultats. Vous espérez que ça se passera bien pour le Congo? C'est la seule prière qu'il faut faire par ce temps qui court. Si ce deal marchait, ça sera notre délivrance. Et nous-mêmes, nous allons nous occuper de ceux qui vont détourner. Donc il y a des risques que ça ne marche pas. Non, c'est tant que ce n'est pas encore effectif. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle le principe de prudence en comptabilité. Donc nous devons être prudents. Vous êtes député national. L'Assemblée nationale multiplie aujourd'hui des contrôles parlementaires. L'Assemblée nationale autorise le parquet d'instruire des dossiers contre certaines personnalités. Ça veut dire que l'Assemblée aujourd'hui est en train de travailler correctement. Je vous avais promis que nous allons changer l'image de cette Assemblée,
Mais je suis très heureux qu'il y a beaucoup de députés qui se battent pour que ce travail de qualité soit fait. Alors, je félicite les députés qui s'y engagent. Et nous promettons des contrôles méthodiques et scientifiques. Et nous allons contrôler tout le monde. Vous êtes acteur politique, vous avez suivi, on a tous suivi la sortie médiatique de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. De prime abord, comment est-ce que vous avez jugé cette sortie médiatique de l'ancien président sud-africain? Eric, je rencontre le président Thabo Mbeki pour la première fois dans ma vie en 2014. Nous sommes à Doha, au Qatar, dans une conférence économique organisée par les Nations Unies, dans le cadre de la CNICED. Vous savez que je suis consultant aux Nations Unies. J'ai rencontré un homme puissamment intelligent, que j'appréciais comme faisant partie de la crème de notre continent. Mais après sa sortie médiatique, j'ai compris que le grand président Mbeki ne connaît pas l'histoire et la géographie de la RDC. Lorsqu'il dit qu'en RDC, les richesses profitent à une seule province, j'ai compris que le président Mbeki ne connaît pas l'histoire de la RDC. Et il ne sait pas ce que ces déclarations-là pouvaient créer si les Congolais actuels n'avaient pas la maturité qu'ils ont aujourd'hui. C'est exposer les innocents. Vous connaissez une seule personne de cette province-là qui dirige une institution dans ce pays? Le président de la République. À part le président, qui est le président de tout le monde. Vous connaissez un seul ressortissant de cet espace-là qui dirige une institution? Le président de la Cour constitutionnelle. Il est de l'espace Kassai. Mais là, donc, d'après vous, à part, vous avez connu dans l'histoire de ce pays un président qui a créé un tel équilibre géopolitique? En fait, le problème, c'est lequel? Le président Mbeki, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que j'ai à le rencontrer sur le plan scientifique, doit vraiment lire et relire l'histoire et la géographie de la RDC. En République démocratique du Congo, il y a un problème. Chaque président, on le traite de tribaliste. On avait le président Kassavou Bouissi. Mais il y a des gens qui vous disaient non, lui c'est la Bako et non le Congo. Et pourtant c'était le président le plus correct. Nous avons eu le président Mobutu ici. Presque tous ces premiers commissaires d'État venaient du Kassai. On l'a traité de tribaliste. Nous avons eu M. Laurent Désiré Kabila. À un certain moment, parce que lui n'avait pas de premier ministre, presque ces Mineta, notamment les Victor Mpoyo et consorts, venaient du Kassai, on l'a traité de tribaliste. Nous avons eu le président Joseph Kabila ici. Les groupes de Sedirkab venaient du Kassai, on l'a traité de tribaliste. Donc moi, ça ne me surprend pas aujourd'hui qu'on traite le président Tshisekedi de tribaliste. C'est dans notre mental, dans notre mentalité, voudrais-je dire. Donc il n'y a pas de tribalisme. Pour vous, il n'y a pas de tribalisme. Moi, je vous donne le fait. Je vous donne le fait. Tshisekedi est nationaliste même dans son lit. Donc quand il se réveille, la première personne qui change son visage, qui bénit sa journée, vient du Grand Kivu. La première personne qui lui donne des infos sur la sécurité du pays vient du Grand Bandundu. Moi, je connais comment le pays fonctionne. La patronne de l'exécutif, c'est Iné Congo. Nous-mêmes au Parlement, c'est les Grands Kivu, c'est les Grands Katanga, cette riche province de la République. Lorsque vous regardez les grands services de contrôle financiers dans ce pays, avant le départ du très brillant Gilles Linguete, IGF c'était Bandundu, Cour des comptes Bandundu, ACLP Bandundu, Sénaref Bandundu, ANER Bandundu, Conseil spécial Bandundu. Moi, ça ne me gêne pas dès lors que ces gens font correctement leur travail. C'est dans notre culture. On ne le fait pas seulement contre le président Tshisekedi. Tous les présidents qui sont passés ont été traités de tribalistes et ne l'ont jamais été. Et je crois que le président ne l'est pas encore. La seule chose pour laquelle je voulais plaider, c'est qu'il y a nos amis, nos frères et sœurs du Maniema qui s'estiment être lésés. Oui, je voudrais que ça soit corrigé par la suite. Mais ça, c'est seulement pour ces gouvernements. Mais dans tous les gouvernements passés, ils sont là. Même actuellement, ils sont là, dans des institutions. Mais comme ils estiment que ils doivent rentrer là où ils les avaient déjà mis, et ça, ce sont des choses qui sont corrigeables. Par contre, 6 ans après le mandat du président Tshisekedi, Miba n'est toujours pas debout. S'il était tribaliste, il aurait commencé par là. Vous êtes pasteur. Oui.
Il y a un contrôle aujourd'hui, on contrôle l'identité des pasteurs. C'est une bonne chose? Mais vous savez que je m'étais opposé à cela. Nous avons finalement trouvé une solution intermédiaire avec les ministres. L'identification, c'est fait, mais elle est gratuite. C'était ça mon combat. Donc ça, c'est déjà derrière nous. Nous nous sommes mis d'accord avec notre ministre. Et je profite de votre antenne pour dire que ces contrôles, au stade actuel, ne concernent que la ville de Kinshasa. Qu'on ne dérange pas des églises à l'intérieur. Si quelqu'un va déranger les églises à l'intérieur, je demande aux églises de nous saisir et nous allons les déférer devant les juges. J'étais contre le paiement des droits qui étaient exigés et le ministre a fait droit à notre requête. L'identification, ça c'est tout, c'est dans les attributions de l'État de chercher à connaître qui est pasteur, qui ne l'est pas. Ça c'est tout à fait normal. Et les pasteurs doivent aller à l'école, ils doivent avoir un diplôme. Ouais, ce sont des choses discutables. Hein. Ce sont des choses discutables. On verra ça dans des nouvelles législatures. Je profite de votre antenne parce que je vois certains pasteurs qui passent dans des médias et ils traitent leurs collègues de n'avoir pas étudié. Ce n'est pas digne de pasteur. Les choses spirituelles relèvent du ciel. Donc je demande aux pasteurs de ne pas trop s'appuyer sur leurs qualités intellectuelles pour se moquer des autres, car les choses spirituelles sont différentes des choses scientifiques. Mais je n'interdis pas aux pasteurs d'étudier, mais je ne crois pas que Dieu n'appelle que des intellos. Pierre n'avait pas fait la théologie, il n'était pas souverain sacrificateur. Ce qu'il faut faire, c'est que s'il y a des pasteurs qui font preuve d'un appel authentique, on peut commencer à organiser des formations au niveau de leur église. On peut leur parler du droit, de l'économie, de la comptabilité, pour qu'il y ait un peu d'équilibre. Mais dire que tel n'est pas pasteur parce qu'il n'a pas étudié, et souvent ces gens-là qui traitent les autres de n'avoir pas étudié ne figurent sur aucun répertoire sérieux des scientifiques de par le monde. Je rappelle que notre invité c'était le professeur Godé Poyi, il est député national, il est pasteur, professeur. Merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. Non, c'est à moi de vous remercier parce que encore une fois de plus vous m'étendez votre micro et que Dieu bénisse notre pays. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt.